On y est, exactement là où on disait qu'on finirait par arriver. Depuis 2 semaines, tout le monde le sentait venir. Depuis l'annonce du report de la date de libération des joueurs par la FIFA, ce n'était pas un détail administratif. Ce n'était pas un simple ajustement de calendrier. C'était un avertissement. Un signal faible, mais dangereux. Et aujourd'hui, le scénario redouté s'est matérialisé. La blessure d'Hassan, peu importe sa gravité exacte, pose un problème immense. Parce qu'à 1 semaine d'une Coupe d'Afrique des Nations, même une blessure dite légère peut suffire à te sortir du tournoi. 3 semaines d'indisponibilité, parfois moins, et tout s'écroule. La CAN s'est terminée avant même d'avoir commencé. C'est ça la réalité brutale du football international. Le vrai drame, ce n'est même pas uniquement la blessure. Le vrai drame, c'est le contexte. C'est la chaîne de décision qui y mène. Quand un joueur n'est pas à 100%, quand il a peu enchaîné, quand son propre entraîneur explique avant le match qu'il faut le préserver et qu'il se retrouve quand même titulaire juste avant un tournoi majeur avec sa sélection, il y a une incohérence flagrante. C'est un peu comme dire à quelqu'un que la route est dangereuse, puis l'envoyer rouler à pleine vitesse sous la pluie. Et forcément, ça interroge. Ça interroge la gestion du joueur, ça interroge les priorités. Et ça interroge le rapport de force entre clubs européens et sélections africaines. Parce que dans ce genre de situation, le sentiment qui domine côté supporters africains, ce n'est pas seulement la frustration. C'est l'impression persistante que la CAN reste, encore aujourd'hui, une compétition considérée comme secondaire par certains acteurs du football mondial. Le plus troublant, c'est la communication qui suit. On aurait pu s'attendre à un discours d'apaisement, à une forme de responsabilité assumée, à des mots tournés vers le joueur, vers son avenir, vers sa santé sportive. Mais le message perçu, lui, est beaucoup plus froid. Oui, il n'aurait peut-être pas dû jouer, oui, le risque existait. Mais le club a estimé que c'était son droit. Et c'est là que le malaise s'installe. Parce que ce type de discours, même s'il est juridiquement défendable, alimente une fracture. Une fracture entre ceux qui paient et ceux qui subissent. Entre les clubs, les fédérations et les joueurs africains pris au milieu. Attention, une chose doit être claire. Les insultes, les attaques personnelles, encore plus lorsqu'elles deviennent racistes, ne sont jamais acceptables. Jamais. Elles ne règlent rien et décrédibilisent le combat. Mais comprendre la colère ne veut pas dire la justifier. Et cette colère, elle vient d'un sentiment profond d'injustice accumulé depuis des années. Ce n'est pas un cas isolé. C'est un symbole de plus. Et quand on regarde l'ensemble du tableau, la question devient plus large que le cas d'un seul joueur. Elle touche à la manière dont le football africain est défendu, ou non, sur la scène internationale. Dans la suite, on va justement comprendre pourquoi cette situation n'est pas un accident, mais le résultat d'un déséquilibre structurel. Pourquoi les décisions de la FIFA, le silence des instances africaines et la passivité imposée aux joueurs créent un terrain propice à ce genre de drame. Et surtout, ce que cela dit de l'avenir de la CAN et du respect accordé aux joueurs africains. Maintenant, on va aller plus loin. Alors passons au fond du problème. Si cette situation choque autant, ce n'est pas seulement à cause d'un mauvais choix individuel. C'est parce qu'elle s'inscrit dans un système qui, depuis des années, fonctionne toujours dans le même sens. Un système où la Coupe d'Afrique des Nations doit sans cesse s'adapter, se justifier, patienter, là où d'autres compétitions imposent leurs règles sans discussion. Quand la FIFA décide de repousser la date de libération des joueurs à quelques jours seulement du début de la CAN, ce n'est pas anodin, ce n'est pas neutre. C'est un peu comme demander à une équipe de préparer une finale tout en continuant à jouer des matchs à haute intensité jusqu'à la veille. Tu augmentes mécaniquement le risque, et ce risque, il ne pèsent jamais sur les mêmes épaules. Les clubs protègent leurs intérêts immédiats, c'est leur logique. Les sélections africaines, elles, récupèrent les conséquences. Et au milieu, il y a le joueur, coincé entre loyauté professionnelle et devoir national, entre pression implicite et peur de passer pour celui qui refuse de jouer. C'est là que beaucoup se trompent dans leur lecture. Erreur numéro 1, croire que les fédérations africaines ont réellement le même poids politique que les grandes fédérations européennes. En théorie, oui. En pratique, non. Quand il faut hausser le ton, menacer de sanctions ou imposer un cadre clair, le rapport de force est déséquilibré. Erreur numéro 2, penser que le club paye donc, décide de tout. Le football moderne n'est plus seulement une relation employeur-employé.
Les compétitions internationales sont censées être protégées par des règles communes. Si ces règles deviennent floues ou mouvantes, c'est tout l'édifice qui vacille. Erreur numéro 3, souvent répétée par les médias, réduire ses blessures à de la malchance. Non. La malchance existe, bien sûr, mais quand les mêmes scénarios se répètent avant chaque CAN, ce n'est plus du hasard. C'est un problème de calendrier, de gestion et de respect. Prenons un instant pour comprendre le mécanisme sur le terrain. Un joueur qui manque de rythme, qui enchaîne peu de titularisation, n'est pas forcément prêt à encaisser un match de très haute intensité. Surtout face à un adversaire qui joue sa saison, son classement, sa survie sportive. Les duels sont plus durs, les courses plus longues, les contacts plus tardifs. Et quand tu ajoutes la pression mentale d'un départ imminent pour un tournoi majeur, le cocktail devient explosif. C'est pour ça que certaines sélections parlent de montée en charge progressive. Minutes contrôlées, entrée en jeu limitée, gestion émotionnelle autant que physique, ce n'est pas du luxe, c'est du bon sens footballistique. Mais ce bon sens s'arrête souvent à la porte des intérêts immédiats. Et c'est là qu'on voit apparaître des stratégies individuelles, parfois critiquées, mais révélatrices. Des sorties précoces, des précautions maximales, des signaux envoyés pour éviter le pire. Certains y voient de la triche, d'autres y voient une forme d'autodéfense dans un système qui ne protège pas assez. La vraie question à se poser est simple. Est-ce normal que ce soit au joueur de se protéger lui-même? Quand une confédération ne monte pas au créneau, quand les dates glissent sans opposition claire, quand les discours restent timides, le message envoyé est dangereux. Il dit « adaptez-vous ». Mais s'adapter à quoi? À des règles changeantes qui fragilisent les compétitions africaines et exposent leurs talents? Et pourtant, les signaux d'alerte sont visibles très tôt. Un joueur qui multiplie les grimaces, un engagement moins franc dans les duels, des accélérations coupées. Ce sont souvent les premiers indices qu'il y a un risque, même avant la blessure. Dans la suite, on va voir comment cette situation peut évoluer, quels scénarios sont possibles pour les prochaines CAN, quelles adaptations pourraient changer la donne, et surtout comment, en tant que supporter, analyste ou simples amoureux du jeu, on peut lire ces matchs autrement pour comprendre ce qui se joue vraiment derrière chaque décision. Dans la suite, il faut maintenant se projeter. Pas pour désigner des coupables à tout prix, mais pour comprendre ce qui peut et doit changer. Parce que si rien n'évolue, ce scénario se répétera. Encore et encore. Il y a plusieurs chemins possibles. Le premier, c'est le statu quo. La CAN continue d'exister dans un calendrier compressé, avec des dates ajustées tardivement, des joueurs libérés à la dernière minute et une pression maximale sur des corps déjà sollicités toute la saison. Dans ce scénario-là, chaque sélection arrive avec une incertitude permanente. Qui sera vraiment apte? Qui arrivera à diminuer? Qui manquera le tournoi sans même avoir posé le pied sur le terrain? Le deuxième scénario, c'est l'adaptation tactique et stratégique. Certaines sélections l'ont compris, elles observent, elles gèrent, elles limitent les risques dès les premières minutes. Elles acceptent de ne pas tout montrer tout de suite, de temporiser, de protéger leur cadre. Ce n'est pas de la frilosité, c'est de la lucidité. Et puis, il y a un troisième scénario, plus courageux, plus politique aussi, celui où les instances africaines décident enfin de défendre fermement leur compétition, date non négociable, communication claire, position assumée face à la FIFA et au club, pas dans la confrontation stérile, mais dans la fermeté. Parce qu'une compétition respectée commence par des règles respectées. Maintenant, si on se place du point de vue du supporter averti,